Troisième volet, les dimensions qu'on retrouve dans les expérimentations qui marchent. Alors, simplement, comment dirais-je, qui marche, ça mérite toujours discussion. Ça mérite toujours discussion. Pour moi, il y a au moins 4 critères, mais c'est à débattre. Hein. Ça veut dire que les élèves les élèves vont apprendre des choses et vont progresser. Mais ça veut dire aussi que ces apprentissages et ces progressions vont s'effectuer sans écart creusé entre les élèves, ce qui est un des gros problèmes d'un certain nombre d'expériences, si vous voulez, qui vont creuser les écarts entre les élèves, qu'il y aura un plaisir, ou au moins pas de déplaisir d'être à l'école et d'apprendre, là on pourrait parler d'accrochage scolaire, et puis le fait qu'il y ait un rapport durable construit à l'apprendre et à l'école, ce qui fait que même s'il y a, comment dirais-je, des parcours pas simples, pas chaotiques, on n'aura pas des élèves qui sortiront du système scolaire bloqués et sans envie de reprendre des formations ultérieures. Alors, préalable, si je les synthétiser, je dirais que voilà, peut-être que 3 éléments sont fondamentaux. La sécurité, parce que l'école est un lieu d'insécurité pour le nombre d'élèves et pour le nombre de parents. La clarté des fonctionnements, puisque dans le nombre de cas, c'est opaque. Et puis les exigences, c'est-à-dire considérer que les élèves, d'où qu'ils viennent, peuvent effectivement progresser et arriver à avoir des résultats intéressants. Deuxième chose aussi, c'est la distinction, pour comprendre les choses, entre principe et pratique. On parle beaucoup de bonnes pratiques à l'heure actuelle. J'aime pas du tout ce terme. Alors là, ça me casse les pieds. C'est, à mon avis, quelque chose qui va remplacer les recettes. Une bonne pratique. Bon, si une bonne pratique ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à mon avis, il est peut-être plus intéressant de réfléchir en termes de principes qui peuvent s'incarner dans des pratiques très différentes, hein, ce qui engage une conception de la compétence et de la formation des maîtres en termes justement de palette de moyens, et non pas de recettes. Troisième chose, la force des systèmes, c'est-à-dire que ce que je vais décrire là, c'est quelque chose qui marche sans doute mieux quand les différentes dimensions sont réunies. Maintenant, elles peuvent ne pas être réunies, ça arrive. Encore une fois, là, ce que je vais vous montrer, c'est un travail en cours de construction, si vous voulez, à partir donc du suivi qu'on avait pu effectuer sur la pédagogie du projet à l'époque, avec un collègue qui s'appelait Francis Renan, sur l'école Freinet de Mons-en-Barœul, mais aussi par exemple sur la recherche qu'on avait fait, l'étude qu'on avait fait pour le Haut Conseil de l'éducation, à l'époque où il existait encore, mais vous savez que les structures dans l'éducation nationale apparaissent et disparaissent à une vitesse assez hallucinante, donc sur les expérimentations, article 34. Voilà. Alors, comment faire pour qu'il y ait un travail qui permette des apprentissages, pour que les élèves apprennent, parce que c'est quand même quelque chose qui est fondamental, me semble-t-il. Hein. Et je dirais donc, peut-être partir d'un méta-principe, c'est mettre les apprentissages au centre de la vie scolaire. Donc ça me permet de sortir du débat un peu vain entre élèves et contenu, de l'opposition un peu vaine entre instruction et éducation, etc. Mais en insistant aussi sur quelque chose, c'est peut-être le faire dès le début. C'est-à-dire une des choses, par exemple, qui caractérise un certain nombre d'expérimentations qui marchent, et notamment ce qui s'est passé à l'école Freinet, c'est que les collègues n'ont pas dit « tiens, on va ramener d'abord la paix scolaire, et puis après on s'occupera des apprentissages ». Non, non. Ça allait de pair. Et c'est aussi parce qu'il y a apprentissage et apprentissage intéressant que quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler la paix scolaire, mais j'aime pas trop, peut revenir.